Dans l'ombre du mont Glauberg, en Allemagne, dans la région de Francfort, une butte imposante surplombe la plaine. Un étrange monticule érigé par l'homme il y a environ 2500 ans. Il s'agit du tombeau monumental d'un prince celte, que ses sujets vénéraient comme un dieu. Sa statue, grandeur nature, sculptée dans du grès, se dresse au sommet du tumulus. Ce prince inconnu avait fondé ici un royaume florissant, avec en son centre une forteresse imprenable. En 2005, la découverte d'un squelette intrigue les archéologues. Il relève sur les ossements des traces de violence. La résidence princière a été un important lieu de culte celte, et aussi le théâtre de cérémonies sanglantes. Le Glauberg, à l'extrémité est de la plaine de la Wetter, dans la région de Francfort. En 1987, le site attire l'attention des archéologues. Des photos aériennes mettent en évidence les contours d'une colline artificielle entourée de fossés. À proximité, les archéologues mettent au jour une statue en grès représentant un homme grandeur nature qui surmontait autrefois le tertre. Sous terre, ils trouvent une petite chambre mortuaire, inviolée depuis des milliers d'années. Elle abrite la dépouille d'un monarque celte, le prince du Glauberg, un grand personnage vivant au 5e siècle avant notre ère. Pendant l'été 2005, les chercheurs font une découverte inattendue, à quelques mètres seulement de la tombe princière. Dans l'argile d'une fosse servant de décharge, ils trouvent des squelettes, des dizaines de crânes et d'innombrables ossements, mêlés à des tessons de poterie, des résidus de charbon de bois et divers objets de métal. Les archéologues de l'université de Mayence découvrent cette fosse commune alors qu'ils fouillent le site à la recherche de vestiges d'habitat. La reconstitution de villages celtes est l'un des grands projets de la communauté de recherche allemande, mais les mystérieux ossements vont bouleverser le programme de l'équipe d'archéologues. Il s'agit maintenant de répertorier les ossements, leur nombre, leur situation et leur état de conservation. Ensuite seulement, ils pourront être récupérés. La plupart des squelettes sont en mauvais état, où leurs os sont éparpillés. Pour percer à jour le mystère de ce charnier, Christopher Pair, le directeur du projet, rassemble une équipe pluridisciplinaire. Afin de procéder à des analyses plus précises, les experts décident de transporter leur spectaculaire découverte dans leur laboratoire, en enrobant les fragiles ossements d'un corset de plâtre pour qu'ils résistent au transport. Les anthropologues examinent le moindre petit os pour déterminer si le corps était celui d'une femme ou d'un homme, d'un enfant ou d'un adulte, ou encore pour trouver des liens de parenté entre les dépouilles. Rapidement, on établit que les défunts n'appartenaient pas au même clan. Les dépouilles montrent aussi qu'ils ont été ensevelis dans une simple fosse, sans mobilier funéraire. Dans ce genre de fouilles,
On s'attend à trouver les éléments habituels des fosses des villages celtes. La découverte du premier squelette a été une grande surprise. En 2006, on en a trouvé au moins 24. Le prince du Glauberg a manifestement eu des funérailles de première classe. En digne chef de ce royaume celte, il est parti pour l'au-delà avec les insignes de son pouvoir. Dans la chambre mortuaire, les archéologues ont découvert un bouclier en bois richement travaillé et renforcé de solides ferrures. Une cruche en bronze, contenant probablement de l'hydromel, faisait également partie du mobilier funéraire. Elle était enveloppée dans une toile épaisse. Il est vraisemblable que les funérailles ont été accompagnées d'une ultime bacchanale collective offerte par le défunt. Assemblée devant sa dépouille, l'élite du clan lui jurait ainsi son éternelle fidélité. Les Celtes croyaient qu'après leur mort, ils allaient rejoindre leurs ancêtres, et que dans les cieux, les attendait la même vie qu'en ce bas monde. La richesse du mobilier funéraire était le gage du confort et du prestige social dans leur nouvelle existence. Dans l'éternité, le prince du Glauberg retrouvait ainsi une position de premier plan. Au 5e siècle avant notre ère, ce monarque de la Hesse règne sur une contrée fertile dotée de pâturages, de vastes champs et traversée par 2 grandes voies commerciales. Le village principal, siège de la résidence princière, est situé sur l'éperon rocheux, tel une forteresse. Un quartier de haute sécurité entouré d'une puissante muraille. Une seule porte en garde l'accès. Dans cette enceinte de 20 hectares, vivent les membres de la cour, les artisans et les marchands. Des greniers à blé abondamment garnis assurent la subsistance des familles, y compris en cas de siège. À Trente, en Italie, des chercheurs travaillent depuis des années à la reconstitution minutieuse de cette citadelle. Ils reconstruisent le village sur ordinateur en fonction des découvertes archéologiques. Cette maquette virtuelle en 3 dimensions permet à tout instant aux archéologues d'ajouter de nouveaux éléments ou de rectifier des erreurs. Pour la première fois, on dispose d'une représentation historiquement fidèle de l'enceinte du Glauberg. Elle montre l'aspect que devait avoir la résidence à l'époque du prince celte. Une banque de données exceptionnelle, accessible à tous les chercheurs du monde. La promiscuité au sein du village celte ne présentait pas que des avantages. Les morts de la fosse commune ont probablement été victimes d'une épidémie favorisée par le manque d'hygiène. C'est cette piste qu'étudient les experts légistes de l'université de Mayence. La propagation de maladies très contagieuses pourrait justifier l'existence du charnier et expliquer pourquoi les ossements avaient ainsi été jetés dans la fosse. On savait déjà à cette époque que des germes mortels du choléra, du typhus ou de la peste pouvaient mettre en danger la survie des populations. La seule mesure de protection consistait à séparer immédiatement les malades du reste de la communauté. Et les cadavres étaient mis en terre sur le champ. Les morts étaient alors inhumés sans la cérémonie traditionnelle. Le risque de contamination était trop important. Tout porte à croire qu'il y a eu au minimum 2 vagues d'inhumation. Dans les couches inférieures de la fosse, il y avait en effet au moins un mort à l'état de squelette au moment où les autres ont été ensevelis.
Autrement dit, il s'est écoulé plusieurs mois, voire plusieurs années entre ces deux événements. Ce constat met à mal l'hypothèse d'une seule épidémie. Mais pour savoir si les habitants du Glauberg ont réellement succombé à une maladie, il faut procéder à des analyses histologiques. Les anthropologues utilisent pour cela le tissu osseux qui est la mémoire médicale du corps. Les échantillons sont débités en fines lamelles et préparés pour examen. Une modification de la structure des cellules osseuses peut être due à la tuberculose. La présence de cellules plus grosses que la normale ou de dépôts importants est quant à elle l'indice d'infection chronique, dû par exemple à des tumeurs malignes ou aux séquelles de certaines maladies infantiles. Dans l'ensemble, les individus étaient plutôt en bonne santé. Jusqu'à présent, nous n'avons décelé aucune cause de mort brutale, aucune trace de maladie contagieuse ou autre. En revanche, on voit que ce sont des gens qui travaillaient dur. On trouve des traces de fractures ressoudées qui peuvent avoir été provoquées par des chutes, par exemple. Dans les os d'un jeune enfant, on a aussi trouvé les indices d'une carence en vitamine C, autrement dit de scorbut. Mais ce n'est pas la cause de la mort. L'enterrement précipité de ces personnes ne répond donc pas à une nécessité médicale. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la fosse commune, il y avait des hommes en âge d'être soldats, des femmes et des enfants, tous des paysans. La raison de ces inhumations semble inexplicable. Dans les débuts de la période celtique, au 5e siècle avant notre ère, les morts étaient généralement enterrés dans des sépultures placées sous de grands tumulus. Les inhumations se faisaient avec le plus grand soin. Les morts étaient revêtus d'habits d'apparat et emplacés dans la tombe des objets. Le mobilier funéraire permet d'ailleurs de distinguer les différentes classes sociales. Il y a des sépultures très riches qui contiennent des objets en or, et à l'inverse, des tombes très pauvres qui ne contiennent qu'un seul récipient en terre, par exemple. Dans tous les cas, ce mobilier funéraire était destiné à l'au-delà. Pour les Celtes, la vie se poursuivait dans l'autre monde. Les nécropoles des gens du peuple ressemblent à nos cimetières actuels et sont situés à l'extérieur des villages. Les unes à côté des autres, les tombes sont alignées comme sur un échiquier. Quel que soit son sexe ou son âge, chaque mort est enterré dans une tombe particulière, avec son propre mobilier funéraire. Même les membres d'une même famille n'étaient pas enterrés dans la même tombe. Les plus riches emportaient dans la tombe des objets de culte, des pièces précieuses, ornées de représentations des dieux et démons locaux. Mais le panthéon celtique englobe aussi des puissances divines venues de pays lointains. Elles étaient intégrées aux croyances traditionnelles. Cet objet de bronze, organisé autour d'une déesse de la nature, représente une cérémonie d'offrande. Un groupe d'hommes dépose un cerf mort au pied de la divinité des animaux. En contrepartie, elle doit leur assurer une chance éternelle à la chasse. Les offrandes rituelles faisaient partie du cérémonial funéraire celte. La communauté apportait la viande déjà préparée pour le banquet qui suivait les obsèques. Ou alors, le druide sacrifiait les animaux sur place afin qu'ils emportent l'âme du défunt aux dieux. Puis arrivait le cortège des habitants portant les ustensiles pour le spectacle, point d'orgue de la longue cérémonie. Au fil des siècles, les traditions ont toutefois évolué. Tout d'un coup, des bacchanales animés ont remplacé les repas traditionnels. Dans le mobilier funéraire, on trouvait moins de cruches, mais plus de bijoux somptueux. Même le traditionnel char mortuaire n'a pas résisté à l'évolution des rituels.
Seul a survécu la pratique d'enterrer le mort dans des vêtements d'apparat et entouré d'objets personnels. Au 5e siècle avant notre ère, l'époque du prince du Glauberg, ce rituel était toujours bien vivace. La découverte de la fosse commune du Glauberg n'en est que plus étonnante. Les archéologues ont certes mis au jour des tessons de poterie, mais impossible de reconstituer les objets. La conclusion qu'ils en tirent paraît tout à fait plausible. Il ne s'agit pas de vestiges liés à des pratiques cultuelles. Leur origine est à chercher ailleurs, dans le village situé à proximité du site sacré. Non loin de la fosse, se trouvait un petit village où vivaient une dizaine de familles dans de modestes maisons. Des paysans, des artisans et des forgerons qui subsistaient en exploitant les ressources de la nature. Ils étaient habiles de leurs mains, travaillaient les métaux et fabriquaient des étoffes de laine à motifs. Des produits que les Celtes exportaient et vendaient jusque dans le bassin méditerranéen. Ce que la communauté ne pouvait pas produire, elle l'obtenait en pratiquant le troc avec ses voisins. Partout dans le royaume, il y avait des artisans qui faisaient commerce de leur production. Ils livraient aussi nombre d'articles à la cour du prince. Les ouvrages de commande en fil de fer finement travaillés ou en corne étaient aussi prisés que la vaisselle utilitaire. Les classes les plus aisées, surtout, achetaient d'importantes quantités d'objets en céramique. La production de poterie en grand nombre était difficile, avec beaucoup de pertes. Hommes et femmes travaillaient à la tâche pour répondre à la demande. Ils se débarrassaient des récipients brisés dans les fosses à déchets des villages, les décharges publiques de l'époque. Les tessons que les archéologues ont découverts parmi les squelettes sont donc de simples détritus. Pour les chercheurs, cela signifie que ces morts ont trouvé leur dernière demeure, non pas dans un sol sacré, mais dans un trou réservé aux immondices. Il est curieux qu'on n'ait pas trouvé de mobilier funéraire dans les fosses, aucun récipient en céramique ou autre. Il n'y avait que des déchets du village. Les faits sont troublants. Sur ces 24 individus, femmes, hommes et enfants, aucun n'était atteint d'une maladie contagieuse. Aucun n'a été emporté par une épidémie. Et pourtant, la communauté leur a refusé une sépulture normale. L'un de ces morts finit par mettre les archéologues sur la bonne voie. Sa dépouille se trouvait à l'écart des autres, sous une mince couche de terre. Manifestement, il a été enterré seul dans la fosse. Le squelette est intact et dans un remarquable état de conservation. Les scientifiques procèdent aux analyses habituelles pour déterminer l'âge de l'individu. Ils examinent pour cela le degré d'ossification des sutures crâniennes. Les points d'attache des muscles, la structure de la mâchoire et l'état des dents livrent également de précieuses informations sur la fiche d'identité du mort. Son sexe est identifié sans difficulté. Un travail de routine pour ces spécialistes. Ce squelette est celui d'un jeune homme d'environ 20 à 25 ans. Il a peu de signes particuliers, ce qui signifie qu'il était en bonne santé. Son âge a été très facile à déterminer car il se trouvait juste en fin de croissance. Une particularité cependant, une profonde entaille sur l'avant-bras en travers du radius et du cubitus. La trace d'une blessure sérieuse, puisque même les os sont endommagés. L'observation au microscope électronique à balayage va permettre de déterminer si elle a été causée par un acte de violence, ou tout du moins quel type de lame a été utilisé. Sur l'écran, le spécialiste voit les bords lisses de la blessure.
qui indique l'utilisation d'une lame tranchante. L'avant-bras blessé est le gauche. C'est de cette main que les guerriers portaient leurs boucliers pour parer les coups. Et cela conforte l'hypothèse d'une attaque. Il s'agit effectivement d'une blessure à l'arme blanche, un couteau ou une épée. On ne peut pas en déterminer la taille exacte, mais ce que l'on peut dire, c'est que la lame était très tranchante. La localisation sur l'avant-bras indique qu'il s'agit très probablement d'une blessure de défense, qui a été faite autour du moment de la mort, ce qu'on appelle dans notre jargon une blessure périmortem. On ne peut pas en déterminer le moment précis, mais le jeune homme ayant été enseveli seul, on peut supposer qu'il a connu une mort violente. L'histoire dépeint les Celtes comme de redoutables guerriers. Même Jules César a décrit les Gaulois, qu'il appelait ses ennemis jurés, comme des adversaires implacables. 8 années durant, il a combattu ces irréductibles, qui ne reculaient ni devant le combat au corps à corps, ni devant la mort. Des milliers de légionnaires ont perdu leur vie dans ces batailles, avant que la Gaule soit vaincue. Une victoire de haute lutte, que César fit passer à la postérité comme un triomphe éclatant. Une pure propagande en fait, car les Celtes avaient une grande expérience du maniement des armes, et ont donné du fil à retordre aux Romains. Ils se sont battus jusqu'au bout sans jamais s'avouer vaincus. Ils préféraient se suicider plutôt que de se rendre à l'ennemi. Ou alors, ils se jetaient dans le combat comme des machines de guerre déchaînées, sans tenir compte des pertes. Leur supériorité était évidente dans les forêts. Les Celtes évitaient les batailles à découvert. Ils préféraient se cacher dans les fourrés et attendre le moment favorable pour attaquer. Ils connaissaient le terrain comme leur poche et pouvaient assaillir les Romains par surprise. Une tactique que les Celtes ont souvent employée et qui leur a permis de retarder la défaite. L'épée celte, un modèle de réussite, d'une force de frappe incomparable, avec une lame à la fois dure et souple. Les forgerons travaillaient pendant des jours pour obtenir, à partir de différents minerais de fer, ce que l'on appelle la loupe, une masse spongieuse qui servait à la fabrication de l'acier. Une fois refroidie, la loupe était transformée en barre, puis chauffée de nouveau. Travaillant ensuite cette pièce brute incandescente au marteau, les forgerons les tiraient, puis la repliaient plusieurs fois pour faire un acier de première qualité. Les Celtes faisaient la guerre aux envahisseurs, mais se battaient aussi entre eux. Les luttes sanglantes entre les différents clans étaient courantes, le plus souvent pour des questions de territoire, de vol ou pour des questions d'honneur. Afin de se protéger des attaques, les clans s'installaient sur des hauteurs qu'ils entouraient de puissants murs d'enceinte. Des remparts imposants, faits de solides troncs d'arbres et d'éboulis rocheux, avec une seule porte. Au sommet de la muraille, un chemin de ronde permettait d'en faire le tour derrière de hautes palissades de bois. Les villageois y accédaient par un escalier pour repérer d'éventuels assaillants ou repousser des ennemis tentant d'escalader les fortifications. Au 5e siècle avant notre ère, les villages celtes étaient de véritables forteresses. À cela, une seule explication. La guerre faisait rage entre les clans.
À Francfort, la commission romano-germanique étudie depuis longtemps l'expansion des résidences princières en Hesse. Elle a constaté que leur nombre n'a cessé d'augmenter au fil des siècles. À l'âge de fer, les collines qui s'étendent autour du mont Glauberg étaient une zone de concentration de population. Des milliers de personnes affluaient dans cette région fertile. Ce territoire immense et prospère suscitait la convoitise des clans voisins. Selon certains historiens, les résidences princières de la Hesse étaient en état de guerre permanent. La région était la proie de vagues de violence incessantes. Pour les Celtes, en découdre avec l'adversaire était un acte d'héroïsme. La victoire leur assurait gloire et honneur, y compris dans l'au-delà. L'hypothèse de ces affrontements sanglants est étayée par les traces d'incendie que les archéologues ont pu mettre en évidence au Glauberg. Le gigantesque brasier a détruit l'enceinte sur toute sa longueur. Habitations et silos à blé ont été réduits en cendres. Rien n'a été épargné. Mais rapidement, le prince a fait ériger une nouvelle forteresse, mieux défendue encore que la précédente. Elle comprenait un réservoir d'eau, une mesure de sécurité en cas d'incendie. La végétation a depuis recouvert l'imposante fortification. Au fil des siècles, le froid et les intempéries ont eu raison des matériaux de construction. Les Celtes ne faisaient pas de manière avec les vaincus. Ils dépouillaient les blessés et les morts de leurs bijoux, armes et vêtements. Les morts de la fosse commune ont peut-être été victimes de l'attaque de la résidence. Dans l'urgence, les villageois ont sans doute été obligés de les enterrer à la hâte. Mais les archéologues ont découvert sur les squelettes des bijoux en bronze, que les assaillants auraient certainement pris s'il y avait eu bataille. On peut donc exclure que ces hommes, femmes et enfants soient morts au cours de l'attaque. Les squelettes se trouvaient dans la fosse à déchets du village et ils portaient leurs bijoux. On a retrouvé des fibules, des sortes de broches servant à attacher les pans des vêtements, des bracelets et des boucles d'oreilles aussi. Dans une fosse de décharge, c'est très rare. D'autres fosses communes ont été trouvées dans le nord de la France. Au IIIe siècle avant notre ère, la région d'Amiens était elle aussi un important bastion celte. En revanche, à Ribemont-sur-Ancre, dans la Somme, les squelettes n'ont pas été découverts dans la résidence princière, mais dans un sanctuaire gaulois, au cours de fouilles dirigées par Gérard Fercoq. Ici, les archéologues ont découvert des centaines d'armes, parfois encore dans la main des morts. Pour le reste, les fibules et les tessons de poterie évoquent une configuration analogue à celle de la fosse du Glauberg. Les squelettes ont été étudiés depuis le début des années 90. Chaque os a été mesuré et analysé. Une grande partie des os longs présentent des blessures, mortelles pour certaines, causées par des armes tranchantes. Alors, l'étude a montré que nous avions là les restes de plus de 500 personnes. Bon, la moitié du site est détruit, donc il faut imaginer probablement 1000. Sur ces personnages-là, nous avons la preuve qu'il s'agissait de personnes en excellente forme physique. Ce sont tous des hommes,
Des adultes, à l'exception de quelques jeunes individus, nous avons même identifié un enfant d'une douzaine d'années. Et il n'y a aucune femme. C'est une population de guerriers tout à fait caractéristique qui montre même par la musculature puissante qu'ils étaient entraînés à la guerre. Ces Gaulois sont donc morts au combat dans une guerre de clans. Une première partie du mystère d'Amiens est élucidée. Les vainqueurs ont transporté les cadavres dans leur sanctuaire, mais ne les ont pas enterrés avec les honneurs. En dégageant ces restes humains, les archéologues ont relevé une particularité très curieuse. Plus d'une centaine de squelettes paraissaient comme momifiés, ce qui signifie que les corps ont été longtemps exposés au vent et aux intempéries. Mais ce n'est pas tout. Sous les ossements se trouvait un vaste plancher de bois d'environ 60 mètres carrés. Une structure très abîmée, ressemblant à une plateforme. Alors là, il y avait quelque chose d'un peu particulier, puisque sur une surface relativement restreinte, on avait les os de 120 personnes complètement mélangées. Alors encore une fois, on trouve des parties de corps, des bras, des jambes, des thorax, des pieds, des mains, avec des armes également. Et là, on imagine qu'il a pu y avoir un stockage donc des corps en hauteur, et ça se serait détaché, se serait tombé au sol au bout de quelques dizaines d'années, ce serait resté là pour être enfoui finalement simplement par les travaux de nivellement romains 200 ans plus tard. Il a fallu plusieurs années pour trier ces ossements. Il s'agit d'une découverte majeure dans l'étude des pratiques guerrières des Gaulois. Pour la première fois, les archéologues peuvent montrer le sort qui attendait les vaincus qui tombaient aux mains de l'ennemi. La reconstitution révèle un scénario macabre. Les 120 guerriers ont été décapités et attachés les uns contre les autres sur la tribune de bois. Une armée fantôme exposée au cœur du sanctuaire, en guise d'avertissement pour les autres clans. Mais aussi, et surtout, une offrande faite aux dieux pour qu'ils continuent d'accorder leur faveur aux vainqueurs. Donc évidemment, la question qui se posait d'emblée, s'agit-il de sacrifice? Or, montrer un sacrifice, c'est quelque chose de très très difficile, parce que quelle trace est-ce que ça peut laisser? Or, en fait, bon, pour la plupart des individus, on imagine qu'ils ont été tués tout à fait normalement, sauf pour un, justement, celui qui est le plus complet à l'intérieur de l'enclos, juste en position médiane, parce que là, les traces de coups qu'on voit sur les vertèbres cervicales montrent que lui a reçu un coup d'épée dans ce sens-là, alors que toutes les vertèbres qu'on a étudiées nous montrent que la vertèbre a été prélevée après la mort en découpage au couteau. Couper les têtes des vaincus faisait partie des pratiques courantes. Pour les Celtes, le crâne contenait l'âme d'un homme, avec son courage, sa force et sa volonté. Ils conservaient leurs plus belles prises de guerre comme un trésor précieux qu'ils ne montraient qu'à des invités triés sur le volet. Dem Kopf wurde eine große Bedeutung zugemessen, da der Kopf als Sitz des Lebens. Les Celtes accordaient une grande importance à la tête, car ils la considéraient comme le siège de la vie. Ce n'était donc pas par barbarie, mais pour s'approprier totalement l'adversaire, s'emparer de sa force et de sa puissance, que les Celtes décapitaient leurs ennemis et accrochaient leur tête à leurs chevaux ou sur leurs maisons. Une croyance que l'on retrouve chez les Celtes du Glauberg. Nombre de leurs bijoux sont ornés de têtes stylisées. Ces amulettes ont des traits humains, mais sont censés représenter des personnages magiques.
Portée sur le corps, elle servait à chasser les démons. C'est du moins la conclusion des archéologues. En 1987, quand on a mis au jour ce tumulus situé au pied du Glauberg, l'histoire des Celtes de la Hesse était encore peu connue. En effet, ce peuple légendaire n'a laissé aucune trace écrite. C'est la découverte de la statue de grès, enterrée dans le sol à côté de la sépulture monumentale, qui a jeté un nouvel éclairage sur ce passé. Was wir normalerweise finden, sind verrostete Eisenstücke. On trouve habituellement des morceaux de fer rouillé, des tessons de poterie, des os provenant de l'alimentation des populations, ou bien des squelettes humains. Et là, on est tombé sur une représentation d'homme. Une statue datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. On en est resté bouche bée. Le large bracelet en métal précieux témoigne de la richesse et de la puissance du prince. Il était à l'époque porté par de nombreux souverains. En signe de puissance militaire, le monarque tient dans sa main l'épée de fer à double tranchant. Son bouclier d'apparat montre qu'il sait protéger les clans de son royaume. L'association de l'épée et du bouclier confirme que ce régent est un grand chef militaire. Pour parachever sa tenue, un collier en or massif, un torque typiquement celte, orné de symboles de fertilité et de 10 têtes ciselées les unes à côté des autres. Ce bijou, normalement destiné aux dieux, place le prince du Glauberg au rang des immortels. Les têtes ciselées sur le collier sont longtemps restées une énigme. Une explication possible nous mène en Bourgogne, sur le plateau de Langres. Des siècles durant, la statue d'une déesse celte a veillé dans une petite grotte sur la source de la Seine. Ce lieu sacré attirait des pèlerins des 4 coins du royaume. Sequana, la déesse de l'eau, faisait en effet partie des plus puissants protecteurs du panthéon celtique. Le musée archéologique de Dijon, situé dans une ancienne abbaye bénédictine, abrite les précieux ex-voto offerts à Sequana. Il n'en reste que quelques exemplaires, mais la grotte devait certainement en contenir des milliers. Ce sont là les plus belles pièces de la collection gallo-romaine du musée. Parmi les offrandes les plus nombreuses, on trouve de petites plaques de bronze représentant diverses parties du corps, pénis, bras, jambes, ou encore des yeux. Des objets offerts en remerciement d'une guérison. Mais les Celtes offraient aussi à Sequana des têtes sculptées en bois. D'où l'hypothèse que les têtes représentées sur le torque du Glauberg pourraient représenter les sacrifices humains faits par le prince. Les druides étaient les guides spirituels de la communauté. Intermédiaires entre le monde terrestre et l'au-delà, ces sages dirigeaient les cérémonies sacrificielles, prédisaient l'avenir au monarque et remplissaient la fonction de juge suprême. Rares étaient ceux qui osaient s'opposer à leur verdict. César a dit d'eux, si un particulier ou un groupe ne se conforme pas à leur décision, ils lui interdisent les sacrifices. C'est chez eux la punition la plus grave. Le reste du clan fuyait ceux qui étaient frappés de cet anathème. Selon les croyances, le moindre contact avec eux exposait à de terribles malheurs. La cueillette du gui faisait partie des fonctions sacrées des druides. Tous les ans, à l'automne, au 6e jour après la nouvelle lune,
la même scène se répétait dans les forêts de chênes. Seules les jeunes filles vierges avaient le droit d'être présentes quand les prêtres celtes coupaient le gui avec leurs faucilles en or. Avec les baies et les feuilles, ils concoctaient de puissants remèdes selon des recettes secrètes que les maîtres transmettaient à leurs élèves de génération en génération. Seuls les grands prêtres avaient l'honneur d'utiliser le gui dans les rites cultuels. La plante est devenue le symbole de leur caste. Dans la tombe du prince du Glauberg, sous la tête du souverain, se trouvaient deux étranges fils de fer arrondis enveloppés de tissu. Les archéologues allemands tentent une expérience. Ils veulent vérifier que les fils de fer représentent des feuilles de gui et qu'ils constituaient la structure d'une coiffure. L'hypothèse selon laquelle la couronne faisait partie de la tenue officielle trouve sa source dans les représentations de certaines stèles, mais aussi sur la statue retrouvée du prince. Les premiers princes celtes étaient sans doute des chefs politiques. Et on suppose qu'ils étaient également dépositaires du pouvoir religieux. C'est une hypothèse impossible à démontrer, mais on sait que dans d'autres civilisations, on trouvait ce genre de monarchie divine. On pourrait donc imaginer qu'une coiffure comme cette couronne de feuilles, qui n'était pas un casque de protection, était portée par les princes dans des fonctions religieuses. Une couronne de gui comme symbole des dignitaires religieux. Le prince serait alors régent et druide en même temps. Une révélation qui montre la résidence du Glauberg sous un autre jour. Les relevés topographiques du site sont les premiers éléments qui m'ont permis de penser que le choix de son emplacement pouvait répondre à des critères astronomiques. On savait déjà qu'il s'agissait d'un lieu sacré, d'une sépulture. Et après avoir fait des relevés sur place et vérifié mes calculs, j'en ai conclu que le site n'avait pas été édifié ici par hasard, mais que son emplacement avait été choisi en fonction de certains paramètres astronomiques. La colline artificielle surmontant les tombes ne servait pas seulement de sépulture au prince druide. Il s'agissait aussi d'un calendrier naturel. Les différents piliers qui l'entouraient marquaient le cycle des saisons et servaient de repère pour les semailles et les moissons, ainsi que pour les grandes fêtes celtes. Orientés très précisément sur la ligne d'horizon, les piliers montraient de façon précise la course du soleil, avec les solstices d'hiver et d'été, et les équinoxes d'automne et de printemps. Les druides savaient suivre la course du soleil, mais également celle des étoiles et de la lune. C'est ainsi que la chaussée conduisant au tombeau, longue de 350 mètres, était orientée en fonction de l'horizon. La taille de l'installation évoque une gigantesque scène dressée en pleine nature. Les archéologues pensent que les clans se réunissaient ici à l'occasion de certains phénomènes astronomiques. Le planétarium de Mannheim permet de faire le voyage dans le passé pour vérifier l'hypothèse. En effet, les astrophysiciens peuvent y simuler le ciel nocturne qui recouvrait l'Allemagne il y a 2500 ans. Du haut du tertre, le chef spirituel de la communauté pouvait observer avec précision le lever et le coucher de la lune,
dont le cycle déterminait la date des grandes célébrations celtes. La Lune a un cycle mensuel, mais la longueur de l'orbite lunaire est variable. Tous les 9 ans, la Lune se retrouve alternativement à son point le plus haut, puis à son point le plus bas par rapport à la Terre. La chaussée qui mène au tumulus se compose de 2 fossés d'environ 3 à 4 mètres de profondeur, espacés l'un de l'autre de 10 mètres qui s'étendent sur 200 à 300 mètres de long. D'après nos calculs, elle est alignée en fonction de l'endroit où, au 5e siècle avant notre ère, la Lune se levait à son point le plus haut par rapport à la Terre tous les 18 ou 19 ans. Tout porte donc à croire qu'il s'agissait pour les bâtisseurs du site d'une date particulière dans leur calendrier religieux. Il est donc possible que le prince celte ait choisi l'emplacement de son tombeau en fonction des points extrêmes de l'orbite lunaire. C'est ce que laisse penser l'association de la sépulture, du calendrier monumental et de la chaussée processionnelle. L'ensemble formant un site sacré, orienté selon les astres, au millimètre près. Ce qui est sûr, c'est que 4 fois dans l'année, les Celtes y célébraient de grandes cérémonies. Au printemps, ils demandaient aux dieux de leur assurer de belles récoltes. Quelques mois plus tard, ils les remerciaient des moissons. Début novembre, ils rendaient hommage aux âmes immortelles des défunts. Et fin janvier, ils chassaient les démons de l'hiver. Le point fort de chaque fête était la cérémonie d'offrande. Outre des objets et des produits de la terre, les Celtes offraient aussi à leurs dieux des animaux immolés. Le chaudron de Gundestrup, retrouvé au Danemark, nous livre d'autres informations encore. Ce récipient, orné de figures divines, témoigne de la multiplicité des rituels celtes. L'une des scènes dépeint notamment une mystérieuse coutume qui se pratiquait dans tout le monde celtique. Le spectacle se déroule sous les yeux d'une assemblée de guerriers. Ils observent un personnage qui jette un jeune homme dans un chaudron. Selon certains, il s'agirait là d'une cérémonie d'initiation, une sorte de baptême, marquant l'entrée d'un jeune homme dans le cercle des valeureux guerriers. Selon d'autres interprétations plus récentes, la scène représenterait un sacrifice humain exécuté par un haut dignitaire religieux. Une hypothèse étayée non seulement par le sanctuaire militaire de Ribemont-sur-Ancre, mais aussi par les écrits de Jules César qui évoquent de tels supplices. Les Gaulois ont recours pour ces sacrifices au ministère des druides, car ils pensent que la vie d'un homme est nécessaire pour racheter celle d'un autre homme, et que les dieux immortels ne peuvent être apaisés qu'à ce prix. L'impérateur romain parle de sacrifice par le feu. Les suppliciés, explique-t-il, étaient placés vivants dans d'immenses mannequins d'osier que l'on enflammait par le bas. Les Celtes désignés pour ce sacrifice mouraient brûlés vifs. Le brasier infernal se consumait toute la nuit, visible de tous, amis et ennemis. Il est probable qu'au Glauberg également, il y ait eu des sacrifices humains. En période de famine, d'épidémie ou de guerre, les clans ne voyaient parfois pas d'autre issue à leur malheur. Pour implorer la grâce des dieux, la communauté recourait aux moyens les plus extrêmes. En général, les victimes étaient des prisonniers de guerre, des criminels ou des bannis. Les druides versaient rarement le sang des innocents. Dans l'état actuel des recherches, rien ne permet d'affirmer ou d'exclure que les 24 Celtes retrouvés dans la fosse du Glauberg ont été victimes d'un sacrifice rituel.
Mais dans le cas où ces hommes, ces femmes et ces enfants auraient été mis à mort par un druide, le prince du Glauberg serait le premier suspect. Les cadavres ont été découverts dans une fosse creusée aux abords du sanctuaire et la date de leur mort est évaluée au 5e siècle avant notre ère, à l'époque précise où régnait ce monarque. Maître d'une région riche et peuplée, le prince du Glauberg avait fait ériger un complexe qui était une merveille astronomique, un important lieu de pèlerinage sur lequel il était censé veiller, même au-delà de la mort. Les Celtes n'ayant pas laissé de témoignages écrits, la cause des événements qui se sont produits il y a 2500 ans reste inexpliquée. Mais l'étude des vestiges archéologiques du Glauberg est loin d'être achevée. Dans un instant, nous reviendrons sur une étonnante découverte au large des îles anglo-normandes. L'épave d'un navire anglais du XVIe siècle, chargé d'armes et de munitions.